Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de Kinshasa. InfoSag avec l'émission SAG Politique d'aujourd'hui, le vendredi. Nous avons qu'un seul sujet, mais il y a beaucoup de choses qui s'est dit dans l'espace francophone et en particulier en République démocratique du Congo. Notre sujet d'aujourd'hui, le défi de la francophonie en 2024. Le dernier sommet qui était à Paris, où on a vu qu'il y a beaucoup de choses dans la francophonie parce que la concurrence est dans l'espace public et l'espace international. Cette organisation de 88 pays et dans ce plateau, je ne serai pas tout seul avec des éminentes personnalités de la société congolaise. Dans ma droite, j'ai M. Popol, qui est un secrétaire général d'un parti qui vient se rajouter. Vous savez, au Congo, il y en a 700 déjà, je crois 701, avec IDDC. Lui-même, il va dire pourquoi encore c'est un dernier parti politique qui vient naître en République démocratique du Congo. Bienvenue, M. Popol, le secrétaire général de IDDC, un parti qui prône le développement et les problématiques démocratiques. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je profite de votre micro pour saluer mon co-débatteur. Il est vrai que la création d'un parti politique en République démocratique du Congo est légiféré par les dispositions constitutionnelles et qu'il y ait 1, qu'il y ait 100, qu'il y ait 400, qu'il y ait 500, dans la mesure où chaque Congolais étant libre de créer un parti politique et d'y adhérer librement, nous pensons que l'UDDC est cette nouvelle plateforme politique qui veut faire les choses autrement. Faut-il rappeler ici que le président national de notre parti politique, Charles Bamana, ressort de l'UDPS. Depuis 1989, il a été à l'UDPS. Et au soir des élections de 2023, si j'ai bonne souvenance, il a décidé, avec certains Congolais, dont nous-mêmes, de pouvoir mettre en moule ce nouveau parti politique, raison pour laquelle nous sommes en train de nous battre et de demander aux Congolais de faire confiance à notre parti politique, parce que nous voulons faire les choses autrement. Nous allons revenir vers vous parce qu'il y a monsieur le chercheur à l'Assemblée nationale, là-bas où nous savons qu'en ce moment on parle, donc révision constitutionnelle. Donc, il va essayer aussi de placer des mots. C'est M. Pompon Joli. Bienvenue. Mais il est habitué de ce plateau de SAG politique. Merci pour l'invitation. Je vous salue aussi. Je salue mon co-débatteur. Je sais que ça sera vraiment une émission pédagogique, surtout que nous parlons, nous réfléchissons au Congo, qui est notre alma mater, qui est notre boussole, qui est notre copropriété. Sans le Congo, nous n'existons pas. Parce que le devoir de la redevabilité, comme dirais-je un président américain, il ne faut pas demander ce que la nation te donne, mais toi tu fais quoi pour ta nation? Donc voilà la raison de notre présence ici, c'est pour pousser cette nation à aller de l'avant. Merci. Monsieur Njoli, vous gardez la parole, parce que l'actualité en République démocratique du Congo, quelle est l'opportunité aujourd'hui de parler de révision constitutionnelle, parce que notre sujet d'aujourd'hui c'est la francophonie, le défi, mais on peut commencer avec l'actualité en République démocratique du Congo. Révision constitutionnelle, pourquoi en ce moment? Bon, au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas encore l'actualité. Oui. L'actualité actuellement au niveau de l'Assemblée nationale, c'est doter de cette structure des organes. Parce que l'Assemblée nationale fonctionne avec des organes. Oui. Elle a ses organes. Les groupes parlementaires, les commissions. C'est-à-dire, au-delà de ça, il y a ses organes. Il y a le premier organe, c'est l'Assemblée plénière. Deuxième organe, c'est le bureau. Donc, les bureaux, il y a déjà les bureaux. Vous voyez Kamere et ses compagnons. Troisième organe, c'est la commission. Il est même à Paris, on l'a vu avec la présidente de l'Assemblée nationale française. Troisième organe, c'est la commission. Quatrième, c'est le groupe parlementaire. Et cinquième, c'est le groupe parlementaire et comité des sages. Donc, il ne nous reste qu'un seul ou une seule structure, c'est le bureau des sages. Si on finit avec tout, et puis on doit composer maintenant le conférence des présidents. Parce que le conférence des présidents qui élabore un calendrier d'une session. Le président des commissions et des groupes. Non, commission, c'est notre organe. C'est déjà fait. Maintenant, après avoir fini avec les différents organes, les derniers organes, c'est la conférence des présidents ou la conférence des présidents. Alors, la conférence des présidents
qui établit un calendrier d'une session. Parce que depuis que la session a été ouverte, il n'y a pas encore un calendrier. Vous voyez? Donc, c'est le calendrier qui détermine les matières traitées durant une session. Donc, je pense qu'après avoir doté à cette institution les calendriers, là, peut-être, on doit voir fouiner si cette question est reprise dans les calendriers. Donc, actuellement, on ne peut pas donner des intentions à l'Assemblée nationale de pouvoir changer ou modifier cette constitution. C'est un débat lancé dans un parti politique. Là, c'est encore un problème. Parce que lorsque vous lisez l'article 218 de la Constitution, ce n'est pas un parti politique de pousser les institutions à changer ou à modifier la Constitution. L'article 218 donne quatre corps. Le président, le gouvernement, les parlements et la population par pétition. Vous n'allez pas interdire aux Congolais d'analyser sur la loi fondamentale. Non, nous parlons de la Constitution. Oui. Nous parlons de la Constitution. Nous sommes un État de droit. Qui dit un État de droit dit nomocratie. Qui dit nomocratie veut dire nomos kratos, le pouvoir de la loi. Ce n'est pas un individu de surplanter une volonté commune. Non. C'est-à-dire que la Constitution vous dit l'initiative de la révision constitutionnelle, c'est 4 personnes ou 4 institutions ou 4 corps plutôt. C'est-à-dire le président d'abord qui peut initier, et puis avec une procédure quand même en amont. Le gouvernement, les parlements et la population congolaise via une pétition de 100 000 signatures, pas un parti politique ou un CG. Les partis politiques, ce sont des faits privés, oui. Mais lorsque les partis politiques arrivent à convaincre la majorité de la population pendant une période électorale, parce que là, c'est la confrontation du programme. Si un programme est validé par la population, ce programme-là aura l'ascendance sur toute une population, comme aujourd'hui nous parlons de 6 piliers du chef de l'État qui a été concis entre guillemets dans un parti politique. Et aujourd'hui, ça devient un programme d'une nation. Mais ce n'est pas un secrétaire général de lancer un débat. Nous, on veut un changement de la Constitution. Vous oubliez que le secrétaire général, c'est un politique. C'est ce que j'ai dit. La politique, vous doit avoir des muscles pour agir, mais c'est ce que j'ai dit, ce n'est pas à lui. Mais du moins, nous sommes dans un terrain politique. En sciences politiques, nous en parlons sans des zigzags ou plutôt camouflage ou ballon d'essai. C'est-à-dire peut-être dans des officines occultes, il y a une volonté d'un changement de cette constitution ou d'une révision de cette constitution. Mais moi, je pense que par l'intelligence, il y a. C'est pas ce que les Congolais lambda. Non, moi je pense que si on était vraiment intelligent ou nous réfléchissons comme il se doit, comme les partis, je parle des partis présidentiels, c'est ces partis-là qui nous gèrent aujourd'hui, il fallait utiliser l'intelligence pour pousser peut-être à la population de faire une pétition venant, bien sûr, en sourdine ou en culte par ces partis-là, mais pas un parti de faire une déclaration avec une autre. Non, voilà, ça c'est une erreur grave. Il reste le gardien du temple de l'Assemblée nationale. Je chute pour dire, parce que vous avez demandé la Constitution si elle peut être modifiée. Oui. Déjà, la modification de la Constitution, elle est constitutionnelle. Donc j'ai donné l'article 218. Parce que vous savez, la Constitution, d'abord il faudrait comprendre c'est quoi. C'est la loi. C'est un corpus où il y a plusieurs lois qui régentent une société. Et dans ces corpus, en réalité, la Constitution, c'est une expression socio-culturelle d'un pays qu'on traduit dans une loi. Donc la Constitution doit rimer avec des réalités, des us et coutumes d'un pays. Posons-nous maintenant la question. La Constitution que nous détenons aujourd'hui, c'est une Constitution concise, écrite, pensée, qui répond à nos us et coutumes, à nos réalités socio-culturelles. Je dirais non. C'est une constitution qu'on nous a donnée, où on a rassemblé les deux constitutions des deux pays, Belgique et la France, pour vous dire parce que vous avez la crise, pour résorber la crise. De donner la parole à votre débatteur, le secrétaire général de IDDC, un politique qui est en face et puis enseignant. Messieurs, le secrétaire général. Le sujet aujourd'hui, c'est que peut-être tout le Congolais disait que cette constitution de belligérance, ça s'est dit maintenant. C'est dans les espaces publics. Comment vous analysez ces problématiques de la constitution du pays de Lumumba? D'abord, je vais faire une approche sur les 4 groupes d'individus qui sont appelés à initier une révision constitutionnelle. Mon co-débatteur l'a dit,
Et je crois que parmi les 4, vous avez les députés et les sénateurs. Aujourd'hui, puisqu'il s'agit de lui, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, est député national. Et que donc, avec sa famille politique, il peut déjà entreprendre l'initiative de la révision constitutionnelle. Nous dire ici qu'il ne s'agit pas d'un parti politique de prendre l'angle avec la population pour ceci, nous sommes en train de chercher les pouces sur la tête d'un chauve. Ah bon? Oui. Parce que il est député national, il a des députés avec lui, et il suffit qu'ils se mettent d'accord sur le principe, ils amorcent l'initiative. Ça fait d'abord de manière claire. Alors maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel, pouvons-nous parler de la révision constitutionnelle? Je suis d'accord qu'il y a eu changement du narratif sur ce concept-là. L'on ne parle plus du changement de la Constitution. On parle maintenant de la révision constitutionnelle. Et là, je suis d'accord parce que les mécanismes de la révision constitutionnelle sont repris par la loi telle que l'a décrit mon co-débatteur. Ouais. Mais il est important de savoir que nous sommes dans un état de siège. Et pendant l'état de siège, cette question ne fait même pas l'objet de la révision constitutionnelle. On ne peut pas parler de la révision constitutionnelle pendant que nous sommes en état de siège. Ça, c'est d'abord le principe. Mais les Congolais peuvent réfléchir à haute voix sur les mécanismes et quelles sont les dispositions qu'ils estiment que l'on puisse réviser. Maintenant, pour revenir sur les propos tenus par mon co-débatteur, que cette constitution est les fruits des belligérants, que cette constitution a été le mélange de deux concepts français et belges et qu'on nous a mis sur la table et que nous avons accepté. Je voudrais dire avec toute honnêteté scientifique que nous devons apprendre à respecter les Congolais. Cette constitution a été adoptée par les Congolais lors du référendum en 2006. Il a été publié par Joseph Kabila qui, en son temps, était président de la République. En tant que loi fondamentale, et mon co-débatteur l'a dit, elle est ouverte à s'adapter aux réalités sociologiques de l'état de la population et du développement des bases de la population. Mais nous ramener le concept que cette constitution est l'imaginaire d'une certaine communauté pour imposer aux Congolais, cela veut dire que moi qui, en 2006-2005, je suis allé dire oui à cette constitution, malgré les imperfectibilités qu'on pouvait constater de cette constitution, je n'étais pas poussé par cette communauté. Je me suis dit que nous sommes un pays post-conflit, il faut commencer quelque part et nous allons évoluer. Selon vous, qu'est-ce qui a changé ou a révisé aujourd'hui dans la loi fondamentale? La question reste posée parce que nous sommes pour la révision constitutionnelle. Nous, en tant que parti politique, nous avons des dispositions constitutionnelles que nous voulons présenter au cours d'un cadre de concertation pour dire voici telle disposition, nous pensons que nous devons les changer. Le président de la République, en 2018, lorsqu'il prend le pouvoir et lorsqu'il prête serment, il a estimé qu'il fallait changer la Constitution pour qu'on revienne aux 2 tours. Vers la fin de son mandat, il a estimé qu'on devait revoir les dispositions constitutionnelles en ce qui concerne les élections des gouverneurs. Il a estimé qu'on puisse nommer les gouverneurs. Déjà, le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, nous a proposé dans son schéma 2 dispositions constitutionnelles que lui estimait qu'on puisse réviser. Si on nomme des gouverneurs, maintenant, vous ne voyez pas que l'organe de contrôle, les députés provinciaux... Je dis ceci, je parle du président de la République qui a estimé en son temps qu'on peut revenir à la nomination des gouverneurs. Donc, le fait déjà que les gouverneurs sont élus par les députés provinciaux, face à la pensée qu'a lancée le président de la République, ça fait l'objet d'un débat sur la révision constitutionnelle. Maintenant, il appartient à ceux qui viennent nous parler de la révision constitutionnelle de nous brandir les dispositions qu'ils estiment que nous puissions réviser. À ce moment-là, nous sommes focalisés
J'ai suivi le secrétaire général Augustin Kabouya, député de surcroît, demander à tous ces fédéraux, interfédéraux, de préparer la base à être sensibiliser la base pour la révision constitutionnelle. Mais il lance un ballon d'essai de manière ambiguë, parce qu'on aurait voulu savoir quelles sont les dispositions qu'eux, en tant que force politique, que lui, parce qu'il parle du testament de feu Etienne Tshisekedi, voudrait qu'on puisse réviser. Nous, en tant qu'IDDC, nous disons que nous avons les dispositions constitutionnelles qu'on pourrait réviser et qu'au moment opportun, nous allons les brandir. Votre co-débatteur a dit tout à l'heure qu'il soit référendum, qu'il soit élection, ça va nous coûter des moyens. Vous savez que tous les 5 ans en République démocratique du Congo, heureusement, nous sommes dans une chaîne économique, ça nous prend 1 milliard, rien que pour faire les élections. Et aujourd'hui, ce dispositif, vous ne voyez pas que le vrai problème sont dans des questions sociales et économiques en République démocratique du Congo? Bon, les problèmes économiques, je ne l'aborderai pas sur cet aspect-là. Pourquoi? Parce que les deux chambres du Parlement peuvent se réunir en congrès pour adopter une révision constitutionnelle. Mais ça nous prendra toujours des moyens économiques. Hein. Bon, écoutez, s'ils se réunissent, ça sera pas, il y aura toujours des frais. C'est parce que nous avons mis nos députés, nous avons rendu nos députés le richissime. Ils sont au service du peuple. Ils représentent une portion de la population. Lorsque la base estime que telle disposition ne tient plus compte de la réalité sociétale, le représentant du peuple peut oublier ses honoraires pour se mettre d'accord et viser le cap. Parce que après 5 ans, ils reviendront demander à la population de encore leur donner un mandat. Et si ce peuple-là refusait, ça veut dire que vous n'avez pas fait le travail pour lequel vous étiez appelé à faire. Donc aujourd'hui, sur le plan économique, la révision constitutionnelle ne posera pas de problème parce que si c'est une famille politique à travers les députés nationaux, ça passera par le Congrès. On gagnera quoi si on révise aujourd'hui la Constitution? Mais il appartient. Moi, je dis que en tant que structure politique, si je parle du Popol Djamani, avant d'être secrétaire général de l'UDDC, j'avais déjà proposé certaines dispositions constitutionnelles qui devaient être révisées. Aujourd'hui, par exemple, laquelle? J'avais proposé, par exemple, l'article qui confère sur la question des sénateurs à vie. Ok? J'avais proposé la révision constitutionnelle sur la question du candidat président de la République qui est élu, ok, qui est déclaré élu, ok, mais qui décède avant la prestation de serment. Parce que si vous lisez bien l'article 76 ou 75, si je ne m'abuse, mais ce sont les deux dispositions, ok, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective d'un autre avec un autre. Bon, alors, celui qui est déclaré élu et qui par euphorie décède avant la prestation de serment. Mais le dauphin constitutionnel, vous savez que c'est le président du Sénat, non? Mais il n'y a pas de Sénat. Il n'y a pas de Sénat. Il n'y a pas de Sénat. On vote au même moment les députés provinciaux et les députés nationaux. Non, la question fondamentale, c'est celle-là. Aujourd'hui, le président Tshisekedi est en fonction. On organise des élections. Monsieur Popol Djamani, candidat président de la République, je suis proclamé par la CENI. Par cette euphorie, les 10 jours, les 15 jours avant la prestation de serment, vous pensez uniquement qu'il y a de la disparition d'un homme. C'est un fait social. C'est un fait social. Une constitution est impersonnelle. Une constitution doit répondre à tous les problèmes. Et qu'avant la prestation de serment, j'ai piqué une crise où je décède. Je suis élu, mais je ne suis pas encore en fonction. Mais qui va assumer? Et donc, ça ne sera pas le président du Sénat, ça sera le président de la République. Mais l'ancien président de la République est encore au pouvoir. Mais c'est ce que je dis. Il va faire, ça peut être une transition. Mais c'est pourquoi je dis, parce qu'il y a déjà eu élection. Et donc, nous avons beaucoup de problèmes comme ça au niveau de la révision constitutionnelle. Et en tant que secrétaire général, en tant que famille politique, nous restons convoqués que il faut que nous puissions réviser certaines dispositions. Le peuple dit que ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est mettre les gens en mouvement parce que les lois sont là, mais c'est à vous, hein, les politiques. Ça dépend de quel peuple. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on finit. Le vrai sujet, c'est aujourd'hui, c'est la francophonie, le défi. Hein. Notre ami nous mettra tout à l'heure l'élément qui viendra de Paris. Mais vous avez un mot à placer là-dedans? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Je commence par sa dernière phrase par rapport au vide juridique. Il a totalement raison. Vous savez pourquoi il a raison? Je pense que sa réflexion, il y a aussi des Congolais qui ont réfléchi en 2005 à Sun City, quant à ça. Mais lorsqu'on on élaborait cette constitution,
En tout cas, il y a eu beaucoup de Congolais qui ont été privés des verbes. On a donné un draft et il y a eu une pression pour signer les drafts. Au niveau de l'Assemblée nationale, si vous alliez aux archives, si vous êtes chercheur, vous demandez les drafts de cette constitution, on va vous la refuser ou vous les refusez. Pourquoi refuser? Parce qu'il y a une loi, toute une loi où, surtout dans la procédure législative, il y a l'aspect publicitaire. Donc, c'est-à-dire, c'est notre document. C'est nous qui avions accepté ça. Pourquoi cacher ça? Et la loi que nous détenons aujourd'hui, à 90%, 80%, ce n'est pas les débats qu'on a vécu au niveau de l'Assemblée nationale. Après la plénière, les lois ont quitté le bureau pour aller au niveau des commissions. Ça a changé. Au niveau de la présidence, on a encore changé. Si vous lisez des préambules à la conclusion de cette constitution, vous allez comprendre que non, il y a eu des choses à laquelle on nous a dicté. Et surtout que c'était ici... Qui vous a dicté? Mais non, les officines, l'occultisme de la communauté internationale. Oh. Mais je peux vous dire, je peux faire... Et votre co-débatteur, il dit, lui, il a participé à ces référendums, connaît... personne n'est venu, non. et ainsi de suite. On connaît voilà. Et dans cette constitution, nous sommes dans une chaîne économique. Quels sont les textes où on peut revoir par rapport à l'économie de la démocratie du petit commerce? On ne peut pas toucher là-dedans. Je pense que c'est une question... qui fait gros, je pense que aussi, tout ça. C'est une question trop technique. Si vous vouliez, je suis prêt à faire un débat même d'une heure du temps et puis apporter des éléments. On va retourner je suis vraiment prêt. Mais du moins, vous savez, on connaît comment est-ce que la machine manipule la population. Le référendum, c'était une première pour nous au Congo. Depuis 60 ans, on ne l'a jamais vécu. C'était pour la première fois. Le peuple a pris ses responsabilités. C'était pour la première fois, oui ou non, sans comprendre la quintessence, sans comprendre les béabas, les contours et les détours de oui ou non. Et le référendum, oui ou non. Et puis, il y a eu des pierres d'achoppement parce que l'IDPS a dit non à ces militants d'aller voter. N'est-ce pas? C'est-à-dire, on a voté sans comprendre. Hein, on vote quoi? Même nos intellectuels. Parlons maintenant de l'initiative des 4 corps, président, parlement. Il a parlé, il a fait allusion au secrétaire de l'IDPS parce qu'il est, c'est un honorable. C'est un honorable. Parce qu'il est député. Il est à l'Assemblée nationale. Non, il est député. Mais ce n'est pas ce qu'il est à l'Assemblée nationale. Il est là-bas pour représenter. Il n'est pas une institution, mais l'ensemble des 500 députés qui forment une institution. Oui. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce que la loi dit? Le Parlement a l'initiative de la moitié de ses membres. Ouais. La moitié de ses membres, quand on parle du Parlement, c'est-à-dire on prend les 500 députés et les 108 sénateurs, excepté les sénateurs à vie. Donc ça dit 250 députés nationaux, plus 100 et 554 sénateurs. C'est-à-dire il y a un congrès. À l'issue de ça, on peut dire voilà, parce que l'Assemblée nationale, le Parlement, a 3 missions. Vous légiférez, contrôler et représenter. Là, maintenant, ça entre dans ses attributions en tant que représentant du peuple. Donc, c'est l'échantillon du peuple. C'est l'esprit de la population. Non, un député ne représente pas le peuple. Non, c'est ça que je dis. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je dis les représentants du peuple, la représentation nationale. Oui. C'est-à-dire le porteur de voix. C'est comme Patrick Mouyaya du gouvernement. C'est-à-dire les députés portent nos voix. C'est-à-dire, voilà ce que veut la population, un changement. Mais dans les cas d'espèce, c'est impossible on reviendra. D'autant plus que nous sommes dans un état à la technique de nous mettre l'état d'urgence. Oui, nous demanderons à la technique de nous mettre l'élément sur le 19e sommet francophonie à Paris, Villa Cotterêts. On a vu que c'était aussi chaud, hein, parce que le Gims, mettez-nous vraiment l'élément sur Villa Cotterêts. Rideau ce soir sur le 19e sommet de la francophonie ici au Grand Palais. Un sommet qui aura été marqué par les divergences et les tensions entre pays membres. D'abord, le conflit entre les 2 pays voisins et 2 pays membres majeurs de la francophonie, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Tôt ce matin, le président Félix Tshisekedi a quitté le sommet en coulisses, dont la délégation congolaise en laisse échapper une déception.
déception. Déception relativisée en fin de sommet, lors de sa conférence de presse de clôture par le président français Emmanuel Macron, qui rappelle que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et la France soutiennent le processus de paix en cours. L'ombre du conflit à Gaza aussi aura plané sur ce sommet. Une bonne partie des pays africains voulaient une dénonciation plus claire, je cite, du génocide à Gaza en vain. La présidence française, les 2 années à venir de présidence française s'annoncent décidément avec de nombreux défis. Voilà, donc vous avez vu qu'à Paris, on a vu que c'était le président congolais a décidé, le sujet c'était le défi de la francophonie en 2024. Est-ce que la francophonie, M. Bobol, ça sera uniquement culturel, politique, pas économique? Parce qu'on voit que le dernier sommet, le président congolais a décidé de retourner. Le deuxième jour, il a vu que Emmanuel Macron, discours d'ouverture, ça n'a pas honoré Kinshasa. Conflit de 30 ans. Les gens partent tous les jours. Il manque à gagner économique à l'Est. Mais malheureusement, le nom de la République démocratique du Congo n'était pas cité sur le discours du président français. Bon, écoutez, monsieur le journaliste, en tant qu'acteur politique, il est important pour nous d'avoir ce que nous appelons les états des lieux. Aujourd'hui, le président Tshisekedi est à son 2e quinquennat et j'estime que chaque ministère ou chaque service public a déjà une appréhension globale ou une appréhension restreinte de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. La RDC, en tant qu'État, est membre de plusieurs structures. Aujourd'hui, en période de guerre, il est important que nous puissions nous dire dans telle structure, qu'est-ce que nous tirons, quels sont nos avantages et comment est-ce que nous pouvons tirer bénéfice pour nous faire plus entendre. Ok? Si le président de la République, garant du bon fonctionnement et symbole de l'unité nationale de notre pays, constate qu'un chef d'État ignore l'agression que connaît la République démocratique du Congo, le premier pays où la majorité de son peuple parle la langue française, ok? Ça veut dire que nous devons nous repositionner notre agir dans le grand concert des nations. Il ne suffit pas que le président de la République sèche ou quitte la salle de débat ou quitte les assises, mais il nous appartient, nous, en tant que leaders, nous, en tant qu'intellectuels, de réfléchir. Parce que dans ces assises, nous n'avons pas retrouvé, par exemple, le président du Sénégal. Oui, cher qui aussi Joe Faye n'était pas présent. Il faut rappeler qu'il fut un temps où un Sénégalais était secrétaire général de l'OIF. Oui. Aujourd'hui, la RDC... L'ancien président sénégalais. Oui, aujourd'hui, la RDC doit se remettre en question sur toutes ces organisations internationales ou régionales. Et je crois que c'est même ça les défis pour lesquels, en passant, notre parti politique organise un séminaire de renforcement des capacités politiques sur cette question. Parce que nous adhérons facilement à des structures internationales. Ça fait 30 ans on est membre de l'OIF. Nous adhérons, ça fait 30 ans dans les structures internationales ou régionales. Mais lorsque nous sommes attaqués ou lorsque nous sommes en crise, les structures pour lesquelles nous sommes membres n'accompagnent pas directement la RDC. Alors que la RDC, nous sommes un pays solution sur le camp, dans le cadre de l'environnement. La RDC est riche en sol et en sous-sol. Que donc, la position prise par le chef de l'État devrait, nous, en tant qu'acteurs politiques, nous amener à réfléchir autrement. Ok? Que la francophonie n'ait pas abordé la question économique. Pour nous, l'essentiel, c'est d'abord de savoir qu'est-ce que nous gagnons dans cette structure. Pourquoi un pays comme le nôtre, nous n'avons pas encore, 30 ans après, le secrétaire général de la francophonie, un Congolais? Vous avez un problème économique, vous savez, le lobby économique compte, c'est ça le problème. C'est pourquoi nous disons qu'il nous faut rester, il nous faut faire une introspection, il nous faut réfléchir autrement, et pour que
ces réflexions puissent aller de l'avant, nous devons oublier les clivages politiques. Parce que lorsque nous sommes dans les sphères internationales, c'est la RDC. Ce n'est pas l'UDPS, ce n'est pas l'UDDC, ce n'est pas l'UNC, c'est la RDC avec ses millions de Congolais. Ok? Si nous arrivons à voir les choses autrement, je pense que nous allons changer notre donne sur la sphère internationale. Mais on voit que la francophonie, c'est 88 États. Évidemment. Mais la majorité des francophones sont dans le continent qu'on appelle l'Afrique. Mais il y a un problème. Prenons l'organisation comme l'Union européenne. Vous voyez, l'Union européenne, tous les Européens qui sont en 27 circulent librement, les étudiants, les hommes d'affaires, les politiques. Mais il y a un vrai problème aujourd'hui que les francophones du Sud, pour avoir même un visa, c'est tout un problème. Maintenant, qu'est-ce qui fait tout ça? Mais c'est pourquoi je viens de dire, c'est cet état des lieux qui manque aux Congolais. Nous sommes aujourd'hui à plus de 63 ans d'indépendance. Ça fait 30 ans que nous sommes membres de cette structure. Aujourd'hui, nous avons la première alternance politique. Nous continuons à rester dans des structures régionales ou internationales. Nous devons réfléchir autrement. Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous imposons? Vous voulez faire quoi? Quitter la francophonie? Il ne suffit pas simplement de quitter la francophonie. Alors maintenant, il suffit maintenant d'avoir un nouveau langage, un nouveau narratif, une nouvelle perception des choses, parce que la guerre, c'est aussi le numérique, la guerre, c'est aussi la communication, la guerre aussi le lobbyisme, le lobbying. Donc aujourd'hui, si la RDC doit se prévaloir de son potentiel énergétique, de son potentiel environnemental, de son potentiel linguistique, écoutez, nous en tant qu'acteurs politiques, nous devons nous regarder, comme je regarde mon co-débatteur Pompon, pour dire, écoutez, qu'est-ce que nous faisons de la francophonie d'ici 50 ans? Et si lui et moi, disons, que pour que nous restions membres de la francophonie... Vous êtes dans une chaîne francophone, hein, mais j'ai dit, si lui et moi, nous devons nous dire que qu'est-ce que nous faisons d'ici 50 ans pour que nous restions membres de la francophonie, nous devons adopter tel concept et tel concept, et que ces concepts-là est approuvé par la majorité des Congolais qui sont francophones, je pense que ceux-là vont nous respecter. Chanjoli, est-ce que vos problèmes de Kinshasa, c'est vous allez donner la responsabilité aux autres francophones, c'est eux qui vous empêchent d'avoir des hommes d'affaires puissants, parce qu'une organisation, c'est comme une ristourne. Vous devez avoir aussi une pactole. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème de l'obilisme congolais, c'est ce problème de Emmanuel Macron? Je pense que Papa l'a tout dit. Papa l'a tout dit. Bon, c'est la science. On doit toujours essayer, parce qu'apparemment, il m'a vidé les subsistances. Voilà, allais-je dire. En fait, la diplomatie est caractérisée par son ambivalence. Je dis ce qu'il a dit dans un autre sens. L'attitude compte énormément. Et nous sommes dans un monde, Dieu l'a créé comme ça. Et on ne peut pas être des pleurnichards. C'est comme si vous êtes dans une forêt, vous interdisez à un guépard ou à un léopard de manger une proie, de ne pas manger l'antilope. Et ça servit maintenant. C'est-à-dire, ce qui compte, chacun de nous définit l'essai de ses intérêts. Chacun de nous est devant un fait, devant une situation, il faut imprimer une attitude. C'est pour cela des grands pays aujourd'hui que nous envions, avant de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, il y a eu une étape, ils étaient des sous-développements. Mais avant de changer les paradigmes... On parle du Moyen-Âge, on parle de Avant de changer les paradigmes, ils ont développé une pensée, comme les États-Unis par exemple, une pensée qu'ils ont développée, l'isolationnisme. Travaillons interne. Que faire pour imposer notre hégémonie? Mais à l'interne, tous les secteurs sont dans des communautés qui, mais vous Papa savez, vient de dire comment définir les RDC dans 50 ans. On doit travailler sur les plans internes. À l'interne, la République démocratique du Congo, vous ne voyez pas quels sont les grands patrons congolais aujourd'hui. Mais c'est ça le vrai problème. On dit la même chose. Oui. C'est-à-dire que on veut devenir grand. C'est quoi imposer l'hégémonie? Ce n'est pas que l'hégémonie, on n'impose pas sur les plans économiques seulement, ou militaires, même culturels. Vous avez à un moment donné, dans tous nos médias africains, à chaque fois que vous zappez des chaînes, c'était la musique américaine qui était dominante. C'était la cuisine américaine, la culture culinaire américaine. Donc si vous êtes dans un restaurant, pour exprimer votre bourgeoisie, il faut manger le culture culinaire américaine, n'est-ce pas? C'est-à-dire ils ont imposé, voire même à ce que pour faire la guerre, il faut être un commando. C'est-à-dire ils ont travaillé sur votre psychique, sur votre mental. Donc c'était ça.
Vous voyez? Donc, est-ce que nous, on traverse notre superficie 2 345 000 km² avec tout ce qu'on a? L'intelligence existe. C'est-à-dire, le Congo pond des génies partout. Mais comment canaliser cette intelligence pour imposer l'hégémonie en Afrique? C'est ça la vraie question. Quels sont les défis à l'ère actuelle de cette organisation qu'on appelle l'OIF? Je parlais d'abord de l'homme. J'ai parlé de l'homme, j'ai parlé d'ATT. Les défis, c'est l'homme congolais. Parce que la diplomatie, vous savez, la diplomatie, il y a des phases. C'est-à-dire, même pas phase. Il y a des paradigmes, allais-je dire. Des paradigmes internes et externes. Avant d'aller négocier sur les plans internes, il faudrait d'abord travailler sur les plans internes. C'est impératif. C'est pour ça, lorsqu'on parle de la vie internationale, de la diplomatie, ça veut dire quoi? L'ensemble des plusieurs États, non? C'est ça. La communauté internation. C'est ça, internation. RDC, Brazza, États-Unis, machin. La communauté des plusieurs pays internationaux. C'est ça. Alors, nous, tellement on a travaillé, on nous a aliénés, on pense que la communauté internationale, c'est la France. La RDC en fait partie. Maintenant, c'est quoi l'organisation internationale? L'organisation internationale, c'est lorsque vous vous définissez par rapport à un besoin, par rapport à une vision. Et la France dit, nous, on a une langue qui nous réunit. Créons une organisation par rapport à cette langue. Au-delà de la langue, il y a l'aspect économique. Au-delà de l'aspect économique, il y a l'aspect droit de l'homme. Au-delà de l'aspect droit de l'homme, il y a l'aspect politique. Culturel aussi. Culturel. Et alors, la RDC définit sa politique comment par rapport à tout ça? C'est ça la question. N'est-ce pas? La France n'a pas besoin de vos belles paroles. La France cherche ses intérêts. Et vous, maintenant, c'est quoi la politique imprimée par rapport à ça? D'abord, vous êtes dans une organisation où la personne qui gère cette organisation, elle vient d'un pays anglophone, lusophone. Plutôt, je parle dans l'anglophone, voilà. C'est dichotomique. Oh non, mais, alors, non, mais le Rwanda a toujours été du côté des Belges, hein, et dans le latin, c'est aujourd'hui que... Non, mais le Rwanda, c'est un pays actuellement anglophone, ce n'est pas francophone. Déjà, partant de ça, on peut s'imposer. Mais voilà, vous déplacez un président, moi je me pose des questions. Moi, je me suis réveillé chez moi à 5 h pour aller voter Tshisekedi. Et je suis rentré à 1 h le dimanche, n'est-ce pas? Alors, en 2023. Je ne peux pas, non, je ne peux pas permettre à quelqu'un de conseiller un président. Au moins, je me suis sacrifié durant toute une journée. Et puis vous l'envoyez pour prendre une photo avec une anglophone. Rwandais de surcroît. Rwandais de surcroît. Pendant que vous avez... Vous voyez la nationalité de cette dame où elle représente une institution internationale. Mais elle doit représenter une institution où l'objectif de cette institution, c'est la langue. Oui. Pendant qu'elle ne parle pas cette langue. Vous savez, nous sommes ici en Afrique. Allez voyager dans un pays. Vous trouvez quelqu'un qui parle lingala, même s'il n'est pas congolais. Vous allez le considérer comme votre frère. Allez dans un pays, vous trouvez quelqu'un qui parle Chuluba. Même si vous êtes d'Ibandundu. Vous allez lui poser question. Papa, vous êtes congolais? Vous parlez notre langue. Vous êtes d'Ibandundu, mais vous allez se présenter. Papa, la langue que vous parlez là, c'est la nôtre. C'est-à-dire, vous êtes mon frère. C'est-à-dire, la langue, au-delà de la communication, il y a un aspect des familles, des sangs. Donc la France doit considérer les RDC d'abord son frère avant ou sa sœur avant le Rwanda. Mais lorsque la France soutient les RDC et le Rwanda jusqu'à aujourd'hui, ça pose un problème. Mais au-delà des soutiens français. Mais la francophonie, c'est pas la France, hein? C'est une organisation. Non, l'objectif c'était d'abord la langue. Voilà. D'autres points là viennent après. D'abord, il faudrait aussi aller trop loin. Les mal avec les RDC, vous savez, lorsqu'on fait une analyse scientifique ou politologique, la première des choses, c'est l'identification des problèmes. La deuxième, c'est estampiller les problèmes et vous interroger l'histoire. Il ne faut pas se limiter aujourd'hui. La France et la Rwanda, les marins, ça date de longtemps. Vous avez lu la déclaration, le livre de M. Baril, les derniers survivants des génocides entre guillemets. Le général Baril. Il a démontré noir sur blanc depuis la nuit des temps, le gouvernement français soutenait le Rwanda, renforçait la sécurité rwandaise depuis les années 70. Alors lorsque vous êtes dans la gestion de l'État, car les Marsa dit après avoir géré l'État, c'est Dieu. C'est une gestion suprême. C'est-à-dire, lorsqu'on gère l'État, c'est pour cela qu'on dit dans des pays sérieux, la gestion de l'État est réservée aux surdoués, aux initiés.
Ce n'est pas n'importe qui qu'on donne la tâche d'une structure étatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait d'abord voir, si nous regardons l'histoire entre la France et la RDC et le Rwanda, le mariage a commencé quand? Qu'est-ce qui a fait que le Rwanda a pu convaincre la France pour être son allié? Que faire pour contourner ça? C'est ce que le Rwanda fait avec les Zaïre. Parce que pendant 32 ans, qui détenait l'hégémonie, l'Afrique subsaharienne était entre les mains d'Isaïe. C'est nous qui les détenions. La roue tourne, hein? Vous savez, la roue tourne. Non, mais non. Oui, avant que la roue tourne, le Rwanda fait un travail. Vous savez, ce travail, c'était quoi? Comment récupérer cette hégémonie, la reine. Et le Rwanda a utilisé un discours, a utilisé un mécanisme, a utilisé un paradigme. Et c'est à nous maintenant, via nos hommes de qualité, ils vont faire une étude pour chercher qu'est-ce que le Rwanda a dit à la communauté internationale. Parce que le vrai bourreau, l'agression rwandaise, c'est juste un nom. Le vrai bourreau, c'est la communauté internationale. Parce qu'après le changement des paradigmes, après la chute du mur de Berlin, vers les années 80 d'abord, la coopération, c'était pas comme aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, c'était entre État et État. Quand le mur de Berlin s'est écoulé, il y a eu les changements des paradigmes où il y a eu la présence des multinationaux de conglomérats. C'est-à-dire il y a la compénétration. Aujourd'hui, ce sont ces entreprises-là qui dictent les lois. Et le Rwanda a compris cela déjà longtemps, vers les années 80, n'est-ce pas? Et le Rwanda a joué léger. Nous, on était distraits. Jusqu'à aujourd'hui, on continue avec la distraction. N'est-ce pas? Tout un peuple est distrait. Mais je vous dis, mais il vient de démontrer ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des structures savantes qui travaillent sur les RDC des gamins de 10 ans? Non. Aujourd'hui, toutes nos pensées sont tournées autour du pouvoir. Créons un parti politique pour avoir les pouvoirs. C'est-à-dire que tellement le système, le pouvoir politique, c'est le pouvoir politique qui dicte les lois. Pouvoir religieux. C'est-à-dire le problème ici au Congo, on a conçu un système que nous appelons un système de partitocratie. Et ce système partitocratie, ça signifie quoi ça? Ça signifie des partis qui donnent des lois, qui dictent. C'est-à-dire qu'on est payé pour avoir une fonction, il faut venir. On a un secrétaire général de parti ici, un plateau de sac politique. C'est un nouveau parti. C'est un nouveau parti. Ils vont faire différemment les choses. C'est un nouveau parti qui vient avec des nouvelles idées, des nouvelles approches. Mais les systèmes de partitocratie tuent. Même aux États-Unis, c'était des spoil systems. C'est-à-dire que même si tu n'es pas intelligent, tu n'as pas de capacités, comme tu fais partie de notre parti politique, on te confie une tâche de l'État. Et lorsqu'on te confie une tâche de l'État, tu ne connais pas d'où commencer et ça prend du temps. Or, vous savez que dans la gestion de l'État, il y a une question de temps. C'est pour cela qu'on limite les mandats. Vous avez un mandat de 5 ans, ça dit 365 jours x 5, ça fait combien? Donc vous êtes là, on commence à compter. Mais chez nous, la notion de temps, ce n'est pas une notion conjuguée. Et c'est pour cela que nous sommes sous-développés. De tous les grands de ces mondes, les États-Unis, la Chine, vous avez vu le discours de Mao, le jour où la Chine se révéra, le monde tremble. Le monde a dit que ça se fera ici. Ça, c'est des discours sans substance. Le discours est précédé par un travail en amont. C'est-à-dire les travails, ce sont des technocrates. Les travails, ce sont des technocrates. Comme par exemple l'histoire des changements des codes de la Constitution et de la révision. En réalité, dans des pays sérieux comme les États-Unis l'a fait, parce que la première constitution, entre guillemets, c'est une constitution américaine. Mais 10 ans après, c'est une constitution a subi une modification qu'on a appelée les Bill of Rights, n'est-ce pas? Pourquoi ça subit une modification? Parce que ça ne corroborait pas avec des réalités américaines de cette époque, les nordistes et les sudistes. Il y a eu des guerres entre les noirs, la ségrégation raciale. Comment contextualiser nos us et coutumes avec notre constitution? Alors, c'était un travail fait par les intellectuels. Aujourd'hui, voilà, ce sont des politiques qui lancent un débat. Et les intellectuels sont oubliés. Et c'est difficile d'imposer, de changer dans cette situation. Cher secrétaire général, donc l'OIF... Voilà. Maintenant, le vrai problème des Africains, les francophones du Sud, c'est le travail. L'occupation est vraiment de plus en plus rarissime. Comment, dans une seule organisation, on dirait il y en a qui sont grands et il y en a qui sont petits. Que l'échange entre les du Nord et ceux du Sud pose problème. Vous, les politiques, comment on peut assimiler ça? Parce qu'aujourd'hui, tous les États francophones du Nord sont en train de durcir le positionnement de leurs frères, entre guillemets, culturellement, du Sud. Il y a quelqu'un qui a écrit
lorsque le respect n'est plus servi sur la table, il faut savoir la quitter. Je prends les vrais problèmes du Congo. Je me pose une question. Et je la pose à haute voix. Est-ce que nos services n'avaient pas-ils vent que Fally Ipupa allait chanter à l'OIF? Voilà par exemple ça. Parce que si nos services avaient vent et ils travaillaient, on allait mettre de la communication dans la bouche de Fally Ipupa. Et mais lui-même, il n'est pas conscient. Non. Quand Myriam Makeba, Voilà ce écoutez, qu'il vous quand dit. Myriam Le Makeba, service d'intelligence, c'est ça, c'est le rôle. C'est le secrétaire J'étais en train de général. réfléchir. Vous m'avez posé une question, j'étais en train de Oui, réfléchir. oui. Lorsque vous regardez, nous avons vu, nous avons grandi ici, nous avons connu Commando, Rambo. On pensait que ces gens-là, les Américains, pouvaient venir ici attaquer, prendre toute une ville. Oui, C'est moi Rambo et Commando. oui. Excusez-moi, c'était les titres des films. Comme ça. Oui. Fally Ipupa est devant 89 chefs d'État. Et Il y avait 19, 89, Non, 89 c'est États, l'organisation. 88 délégations. Oui, merci. 88 délégations. Et il prend 2 minutes pour nous dire que la paix est une responsabilité commune. On l'a mis dans la bouche. Hein. Alors que je me C'était pose pas une lui. question. Si il était préparé, si on mettait le langage, si on mettait l'argumentaire, si on mettait les moyens, les gens seraient levés et il aurait demandé à ces gens-là, ces délégations, de se lever pour 1 minute de silence des morts en République démocratique du Congo. Ça serait un message fort. Vous connaissez Alpha Blondy? Laissez-moi C'est aussi terminer. un francophone. Laissez-moi terminer. Oui. Le problème, c'est que lorsque nous regardons les maboké de notre pays, c'est différent des maboké ou des pièces de théâtre que nous voyons de l'Occident. Ça veut dire que nous sommes tellement perdus dans le vrai combat de la conquête que nous sommes terre à terre. Et le président de la République, et je le dis avec vraiment la main sur le cœur, il est seul au front. Le président Félix Antoine Tshisekedi est seul au front. Et seul, il ne va pas arriver. Jamais. Parce que il devrait avoir les partis politiques, au-delà des clivages de l'opposition de la majorité, trouver un canal pour pouvoir distiller une pensée. Avec ce que nous avons aujourd'hui, avec les moyens, nous allons dans les écoles, nous formons, nous mettons de la cinématographie pour expliquer les réels problèmes de la guerre. Que nos enfants de 2e, 3e maternelle comprennent déjà pourquoi nous sommes agressés. Et que maintenant on crée une économie des valeurs sur ce nouveau concept. D'ici 10 ans, Félix Tshisekedi pourra quitter le pays en disant que j'ai réécrit l'histoire de ce peuple. Vous savez l'histoire d'apartheid? S'il vous plaît. Makeba a joué un rôle, hein. Mais Et pareillement. puis, le Black Panther, vous savez. Oui, Donc, logiquement, c'est-à-dire qu'il faut- à cet artiste congolais, il devait comprendre. Mais C'est c'est pas ce que j'ai dit. quelque chose. Non, les Mais non, artistes c'est un comme- travail Voilà. des services d'intelligence Les qui le services font. d'intelligence, Vous voyez, c'est les politiques. C'est politique. Les politiques, les élites. Ouais. Les élites. Lorsque vous avez par exemple des grands chantres comme Jean Goubal, pour ne citer que ceux-là, et Oisé quoi, qui peuvent mettre par écrit un nouveau concept de langage et qu'on mette ça dans la bouche de tous ceux qui font des petits théâtres. Qu'on la mette dans la bouche de Hermène Amifi qui passe, qui va là, qui lève le peuple pour dire voilà, 1 minute de silence. Le président Tshisekedi va gagner. Et après, on prépare maintenant cette classe politique qui est divisée à cause des clivages politiques. Donc aujourd'hui, le vrai problème du Congo, c'est que nous ne voulons pas nous regarder en face. Je disais dans une émission télévisée que lorsqu'un chien aboie et le chien appartient au voisin, vous qui êtes chez vous, vous pensez que c'est le chien du voisin qui vous dérange. Parfois, il peut crier, il peut aboyer pour vous signaler qu'il y a un voleur qui est en train d'être introduit chez vous. Ce n'est pas chez nous parce qu'ils savent que commis un chien méchant. Mais pas dans la sentinelle. C'est ça le problème du Congo. Ça veut dire que si Popo Djabani parle, Monique Aligi quitte. Aligi Tshisekedi. Pousse-toi. Pousse-toi. Mais c'est ce Alors que, vous les mais c'est ça que politiques. je dis. Ouais, hein. Et ça doit changer. Ça doit changer. Ici, nous avons un homme d'État qui a excellé dans tous les pouvoirs qui existent au Congo. Exécutif, judiciaire et législatif. Il s'appelle comment? Kengwa Dondo. Oui. Que faisons-nous de lui? On le consulte. Hein. Dernièrement, J'ai on a dit, vu que le président nous jeunes, Tshisekedi est allé le nous voir. jeunes, que faisons-nous de lui?
qui faisons de lui. Mais on prend des personnes qui sont restées que dans des concepts. On donne des grandes fictions, des grands discours. Vous comprenez un peu? Kengwa fait a géré dans 3 pouvoirs. C'est aujourd'hui une source où les jeunes consciencieux peuvent aller tirer. Vous l'avez consulté vous-même en tant qu'un politique de 2024, 2020, tout ça? J'ai consulté celui qui l'a précédé. Nous avons rencontré à l'époque, il y avait Tamou Mwamba et puis le président Bahati pour la question de la révision constitutionnelle. Aujourd'hui, c'est pourquoi je vous dis. On le voit, puis les aînés là aussi dans le plateau de télévision, logiquement, ils doivent venir dans des chaînes comme ça. Même de conférences aussi. On les voit. Lorsque nous avons dit en 2018 aux membres du pouvoir, aux membres de l'UDPS, que nous devons, par exemple, réviser la Constitution avant les élections de 2023, personne ne nous avait cru. Ils disaient non, il fallait que le président Tshisekedi organise d'abord les élections. Mais aujourd'hui, l'opportunité serait laquelle? Les francophones du Sud doivent faire quoi? Parce qu'on dirait il y a des mondes. Hein? Il faut d'abord que les Congolais francophones se mettent en train d'analyser les vrais problèmes de l'heure. Que le président Tshisekedi organise des calls. Ça ne sert plus à rien de voyager gauche et droite. Ça ne sert plus à rien de faire ceci. Qui prennent des moyens, disent ok, Kinshasa, organiser une conférence. Congo central, Lualaba, organiser qu'on fasse ressortir dans ces conférences-là maintenant, nous allons converger sur les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes simplement sous l'agression rwandaise. Qui nous dit que dans 10 ans, l'Angola va nous attaquer? Il ne va pas nous attaquer. Nous devons nous préparer. Parce que tous les pays, les 9 pays qui sont aux frontières de la RDC, sont contre notre développement. Parce qu'il y a un temps où Mobutu mettait ces 9 pays par terre. Et aujourd'hui, personne ne voudra que la RDC retrouve sa place qu'il y a d'attente. On vient de parler, comme vous dites, il faut agir, hein, parce qu'il faut avoir aussi des acteurs sur le terrain. C'est pourquoi nous disons que le président Tshisekedi, que Moutamba, que Mme Soumouna, seuls ne feront rien. Nous devons nous regarder, nous devons voir ce que disait Monseigneur Mosengo. Nous devons avoir une convergence parallèle. Voilà. Nous mettre d'accord, nous mettre sur une table et réfléchir autrement. Nous atterrissons déjà avec cette émission d'aujourd'hui. Cher Julie, 30 secondes, hein. Qu'est-ce que le francophone du Sud doit faire pour être égal à égal aux francophones du Nord? Parce qu'il y a une organisation avec ceux qui sont petits, ceux qui sont grands, à mon avis, sera extrêmement dit. Et pourquoi tous ces sommets doivent se faire? Parce que la concurrence est là. On voit que les orientaux deviennent de plus en plus ici, dans le territoire congolais ou francophone d'Afrique. Alors, qu'est-ce que le francophone du Sud doit se faire qu'aujourd'hui, on ne doit pas rester, ce n'est pas une monarchie, hein, une organisation. C'est chaque État doit apporter un peu le miel dans le mouvement de cette organisation parce que ce n'est pas normal, 30 ans de conflit, on est ensemble et puis à un seul sommet, on voit que les choses ne sont pas passées d'une façon catholique. Non, la liberté, on l'arrache. Hein. Personne ne peut vous donner la liberté comme ça. Et puis, même si on parle de la communauté internationale, tout État sont égaux. C'est juste une fiction juridique. N'est-ce pas? Parce que dans des organisations internationales, il y a des cotisations. Est-ce que la RDC cotise? Tu vois, vous voyez? Donc, moi, je pense que j'ai toujours dit ici, les problèmes de la RDC doit travailler sur le plan interne. Parce que la loi, lorsque nous rencontrons dans nos différents pays, dans ces organisations, chaque pays, chaque gouvernement vient pour étayer les problèmes de sa nation. À partant de ça, qu'on imprime une politique, on s'impose. Si déjà sur les plans internes, il y a un problème. Parce que dans un pays, il y a une loi qui est au-dessus de toutes les lois. C'est le bien-être de la population. N'est-ce pas? C'est-à-dire le bien-être, c'est connu. Il y a l'emploi, il y a la mobilité, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a le logement social. Moi, je suis devant la France, devant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vous dit, moi j'ai des TGV chez moi. Vous avez des esprits des morts. La Côte d'Ivoire vous dit, bon, il y a un esprit de vie à Kinshasa. Hein. C'est inexistant aujourd'hui. La Côte d'Ivoire vous dit, moi j'ai un budget de temps, voilà comment les budgets répartis. N'est-ce pas? Et chez vous, ça ne marchait pas. La Côte d'Ivoire, vous pouvez vous dire, bon, moi, l'école, c'est autant d'années que je scolarise les élèves. Chez vous, la gratuité, nous sommes à 10e mois, les élèves ne fonctionnent pas, n'étudient pas. Donc, toutes ces questions,
c'est vraiment les paradigmes internes qui comptent d'abord. Même la question du Rwanda, la question de l'agression, déjà vous êtes un pays où l'identité pose un problème. Pour voyager, on voyage avec un passeport. Si vous n'avez pas un passeport, plutôt pour vivre ici, si vous n'avez pas un passeport, vous n'avez pas d'identité. Donc nous sommes des apatrides déguisés. C'est déjà un problème. Les Congolais sont apatrides. Mais oui, on n'a pas de carte d'identité. On reviendra sur ce On n'a sujet. pas de carte d'identité. Donc tous ces problèmes, ça pose. C'est ça d'abord le frein des négociations devant d'autres pays. Donc sur le plan international, je vous dis, c'est une question d'intérêt. Le Rwanda a produit un discours. C'est à nous de voir qu'est-ce que le Rwanda a dit pour changer ces paradigmes. Point barre. Monsieur Popol. Voilà, moi, Nous atterrissons 30 secondes. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je pense que nous devons d'abord suspendre toutes nos activités ou toute notre participation à ces organisations internationales ou régionales. Nous remettre en question, nous former, relever notre défi, relever notre niveau, et à ce moment-là, nous allons éclore. Reculer comme ça, penser que c'est une résolution. J'ai dit suspendre. Il y a des exemples d'un pays qui ont Suspendre. fait ça. Parce que si nous continuons à parler, à dire, sans qu'en interne, il y ait un changement réel de mentalité, de conscience et de prise de conscience à tous les niveaux, nous allons continuer à pleurer et la situation restera égale. Notre parti politique, puisque nous sommes à la fin, nous organisons déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, un séminaire sur ces questionnements-là, de la place de la RDC au niveau de la sous-région, au niveau du monde et au niveau de l'Afrique. Que donc, si il y a des cadres de concertation, le président de la République doit prendre l'élan, le bâton de pèlerin, pour pouvoir amener les élites congolaises à se mettre autour d'une table et réfléchir autrement. Si Mao a pu le faire en disant que la Chine se réveillera un jour, pensez que la RDC aussi fera pareil, mais il faut une conscience collective. Nous vous remercions. Nous remercions aussi M. Njoli, l'équipe technique de la chaîne francophone de Kinshasa, InfoSAG, avec l'émission SAG Politique d'aujourd'hui. Le sujet, c'est le défi de la francophonie en 21e siècle, 2024. Et quant aux francophones du monde, continuez à nous faire confiance, proposez vos suggestions, likez et partagez aux Congolais, le pays de Lumumba. Voilà, si vous voulez être à la place de ces deux éminentes personnalités qui étaient aujourd'hui dans le SAG politique, entrepreneurs, scientifiques, politiques et tous ces experts qui soient même les francophones des autres pays, marocains, algériens, tunisiens, c'est une communauté de vie. Faisons de sorte que le francophone du Sud ne soit pas comme le parent pauvre de cette organisation. Il faut que ça change et il faut que ceux du Nord aussi comprennent que venir dans une communauté, c'est pour vivre ensemble et l'harmonie doit être là. Le problème de visa des chefs d'entreprise du Sud, le problème de visa des entrepreneurs, le problème de visa des étudiants, le problème de visa des fonctionnaires des autres États du Sud, ça pose problème aujourd'hui avec le slogan « l'immigration à tout prix ». Les francophones, le Canada, la France et la Suisse, tous ces États, ils doivent comprendre que nous sommes dans une communauté, il faut que ceux d'ici aussi sentent que nous sommes ensemble. Quant à moi, l'entrepreneur Mathieu Takizala, la fin de l'émission, la prochaine numéro.